Bienvenue dans ce nouvel entretien du mois, réalisé en coproduction par le site régional.info et politiqueafrique.info. Comme chaque mois, nous recevons une personnalité politique pour décortiquer son action. Aujourd'hui, c'est le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, M. Sidi Tiemoko Touré. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Alors, c'est un ministère finalement qui est une création récente que vous occupez il y a un peu plus d'1 an. Quel est le sens de la création d'un tel département ministériel? Écoutez, à l'initiale, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a fait le constat dans le mois de janvier 2015 qu'il a enregistré par son initiative beaucoup de succès sur le plan économique, mais en son sens, il avait l'impression que les jeunes n'avaient pas été suffisamment servis au niveau du partage des retombées au niveau national. Et donc, il y avait énormément d'observations des jeunes par rapport à leur prise en charge. Et c'est cela, après plusieurs consultations de différents partenaires techniques et financiers, et même au niveau national, il a trouvé la réponse qui était celle de réorganiser le dispositif national qui prend en charge l'emploi, ce qui a conduit à la création de ce ministère qui a initié toute une série d'actions pour réorganiser l'écosystème de l'emploi en Côte d'Ivoire. Réorganiser l'écosystème de l'emploi en l'orientant plus vers la jeunesse. Oui, en l'orientant plus vers la jeunesse, d'autant plus que la population ivoirienne est constituée de 23 millions d'habitants. Et 77,3% de cette population a moins de 35 ans. Donc objectivement, quand on parle d'emploi, c'est de l'emploi de cette jeunesse. Et donc, c'est en cela que la dénomination emploi des jeunes a été fortement marquée dans la dénomination de notre département. Et les 3/4 de ces moins de 35 ans sont au chômage. Effectivement, c'est une réalité qui n'est pas propre à la Côte d'Ivoire, fort malheureusement. Elle est régionale et même mondiale. Et c'est en cela que nous initions avec nos collègues de la sous-région, même au niveau mondial, beaucoup d'initiatives pour adresser ce sujet. Mais localement, nous avons nos propres réponses pour adresser le sujet, qui visent à donner une perspective, une visibilité à l'action du gouvernement pour la prise en charge des préoccupations des jeunes. Alors justement, quels sont vos objectifs en termes d'emploi des jeunes et comment est-ce que vous vous y prenez? Les objectifs, pour ce qui concerne le service public de l'emploi que nous avons mis en place à la faveur de cette réforme du secteur de l'environnement de l'emploi, nous leur avons donné comme mission d'absorber approximativement 120 000 jeunes par an en termes d'objectifs. Et maintenant, il y a d'autres dispositifs qui existent par ailleurs pour accompagner, pour atteindre ces différents objectifs. Nous avons des différents programmes que nous développons. Tout cela concourt véritablement à ce que les jeunes se sentent pris en compte, quelle que soit leur catégorie, quelle que soit leur classification. Nous sommes à peu près à la moitié de l'année, Ouais. un peu plus à la moitié de l'année. Est-ce que vous avez l'impression que les objectifs vont être remplis? Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 70 000, près de 70 000 jeunes qui ont pu bénéficier des programmes de l'Agence Emploi Jeunes. Donc nous pensons que cela sera atteint à décembre 2016. Très bien. Est-ce que vous pensez que les jeunes Ivoiriens sont suffisamment bien formés aux yeux des employeurs ici en Côte d'Ivoire? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette corrélation entre la formation des jeunes et les attentes et leur employabilité du marché du travail? Vous relevez là un problème qui est pertinent et permanent dans le dispositif de l'emploi au niveau de l'Afrique. C'est le sujet de l'adéquation entre la formation et l'emploi. Et l'État de Côte d'Ivoire, à travers les différents ministères techniques concernés, en ont pris conscience. Et déjà, depuis l'année dernière, nous avons eu au niveau gouvernemental 2 séminaires pour adresser le sujet et voir les réponses que nous pouvions donner à cette problématique au niveau institutionnel. Et ce dispositif est en train de se déployer. Mais nous n'attendons pas, pour ce qui concerne notre département, que ce dispositif finisse de se déployer pour redresser les curricula dans les différentes filières de formation. Concrètement, vous demandez aux universités privées, publiques, d'ouvrir certains types de filières? Au niveau institutionnel, il est question de mettre sur une même plateforme aussi bien les institutionnels, le secteur privé, les cabinets de formation, pour essayer d'apporter une réponse qui réponde au mieux à l'attente
du marché du travail. Ça, c'est la démarche qui est en train de se développer actuellement pour pouvoir bien définir, bien adresser les différentes formations. Mais pour ce qui concerne notre département, nous n'attendons pas que ce processus arrive à terme parce que les besoins des jeunes sont là, il nous faut les adresser. Et c'est en cela que nous avons développé au sein de notre département et porté par l'Agence Emploi Jeunes, ce que nous avons appelé les formations complémentaires qualifiantes, qui sont des formations qui visent à, je veux dire en très peu de mots, à redresser le profil, ajuster le profil de nos jeunes demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent répondre à l'attente du marché du travail. Vous pouvez avoir des jeunes qui sont formés sur des filières de théologie, bien de littéraires, qui n'ont aucune prise réelle en termes d'attente au niveau du marché du travail. Ceux qui sont formés, parce que là il y en a vraiment énormément, communication, ressources humaines, ça pour moi c'est le fourre-tout intégral. Ils font partie de cette cohorte de jeunes à qui nous faisons des propositions. Ils choisissent les filières qui les intéressent et nous leur donnons la formation complémentaire pour adresser le besoin réel du marché. Et sur ce programme, l'année dernière, de la période de novembre à décembre, nous avons pu insérer dans ce canevas près de 800 jeunes. Et pour le dispositif de cette année, l'édition 2016, nous avons adressé près de 2250 jeunes qui vont bénéficier de ce programme de formation complémentaire qualifiante. D'accord. Est-ce que le rapport de force n'est pas si favorable aux employeurs sur le marché de l'emploi ici qu'ils abusent des stages à répétition et puis des bas salaires, bref, qu'ils abusent un peu de la précarité des jeunes pour en profiter? Qu'est-ce que vous pouvez faire sur ce sujet? Sur ce sujet, nous avons, mon collègue du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a initié avec nos concours des initiatives dans le cadre du Code du travail qui vise à réglementer un tout petit peu les aspects de prise en stage de nos différents jeunes. Et le nombre de stagiaires dans une entreprise est plafonné dorénavant du point de vue du Code du travail qui est un dispositif de loi et même l'obligation est faite à certains égards, à certaines entreprises, de prendre des jeunes d'un certain âge au maximum dans leurs différentes entreprises. Tout cela pour encourager l'absorption de nos jeunes dans les différentes entreprises locales, mais aussi contrôler et aussi assainir l'exploitation malsaine qui peut être faite de leur intégration. Qu'est-ce que vous voudriez dire aux employeurs ivoiriens sur ce sujet, directement? Déjà, je pense que le premier message à leur donner, c'est que l'État de Côte d'Ivoire a consenti un sacrifice de près de 4 milliards de francs CFA dans les différents dispositifs de facilitation de l'embauche. Ces différents 4 milliards de francs CFA s'expriment en termes de crédit d'impôt qui ne paieront pas pratiquement, crédit d'impôt pour pouvoir embaucher ces jeunes. Donc ils sont exonérés sur un certain nombre de taxes quand ils prennent des jeunes qui répondent à la tranche d'âge. Et donc nous les encourageons déjà à embaucher, mais en même temps que nous le disons aux différentes entreprises, nous disons aux jeunes que l'emploi salarié n'est pas la solution idoine pour s'en sortir. Nous les encourageons à aller vers l'auto-emploi, l'entrepreneuriat. Donc, vous faites la transition vous-même, j'allais y venir, vous souhaitez favoriser l'esprit d'entreprise chez les jeunes pour qu'ils se lancent eux-mêmes dans l'entrepreneuriat. Est-ce que ça marche? Oui, l'entrepreneuriat est la véritable réponse au problème de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire, certainement dans la sous-région et dans le monde. Parce que je reviens toujours à cette citation d'un très grand penseur ivoirien qui dit « Aidons les jeunes à créer des entreprises. Pour ce qui concerne les emplois, ils s'en chargeront. » Et c'est en cela que nous les encourageons véritablement à aller vers la création de leur propre entreprise. Il faut avouer que la démarche au début était assez difficile à concevoir parce que nous sortons. Mais il y a une question d'état d'esprit, il y a un travail pédagogique à faire. Exactement, nous sortons d'une crise qui a fortement impacté la façon d'être et de concevoir des jeunes. S'ils pouvaient être fonctionnaires, ce serait mieux. C'était effectivement l'esprit fort malheureusement, mais mon constat depuis que le président de la République est arrivé et qu'il a commencé à leur dire les choses telles qu'elles doivent être, telles qu'elles sont, les jeunes ont commencé à changer de mentalité et aujourd'hui je suis fier de constater que le jeune ivoirien, quand il a les ressources et il a l'encadrement, il peut nous surprendre et il n'a rien à envier aux jeunes entrepreneurs de l'étranger. Et justement, les ressources, c'est bien ça où le bas blesse, c'est bien là où le bas blesse. Et alors, comment est-ce que vous faites pour les aider
à acquérir ces ressources nécessaires pour se lancer? Bon, un État ne peut pas avoir autant de ressources comme souhaité à sa disposition, au sens là que nous comptons très souvent sur l'appui de nos différents partenaires techniques et financiers. J'en profite pour saluer et remercier la Banque mondiale qui nous apporte un concours très fort. Bien sûr, l'AFD, la France à travers l'AFD, la coopération japonaise et bien d'autres, la Banque africaine de développement, qui nous soutiennent et qui nous permettent d'adresser efficacement à travers différents programmes les besoins d'emploi des différents jeunes en termes d'emploi entrepreneurial ou bien financement des différentes activités génératrices de revenus, etc., etc. Il y a plus de 12 300 projets qui ont été sélectionnés, que vous soutenez, dont vous avez financé en partie les lancements. Mais il y a eu un épisode un peu malheureux, c'est qu'apparemment, ils ont obtenu des chèques qu'ils n'ont pas pu encaisser. C'est réglé cette affaire? Non, je pense que là, il ne faut pas entretenir la mauvaise information, parce que ce dont vous parlez, c'est ce que nous avons appelé l'opération Agir pour les jeunes. Agir pour les jeunes est un processus qui a visé à mettre en activité, effectivement, au début 7200 jeunes, mais vu l'engouement, l'État de Côte d'Ivoire a autorisé que nous puissions aller au-delà et a mis de façon conséquente les ressources qui sont allées de près de 1 milliard à près de 4 milliards de francs CFA. Et donc nous avons pu profiler 12 300 projets qui sont bénéficiables à l'attention de près de 30 000 jeunes de façon indirecte. Et donc ce projet passe par différentes phases. Il y a la phase de profilage, de formation, de mise à disposition des ressources et ensuite de déploiement sur le terrain. Ce qui a été affiché et vu, c'était la phase de présélection des projets, ce n'est pas les remises de chèques. Nous l'avions signifié aux différents jeunes qui sont bien informés du processus. Bon, il faut prendre garde aux différentes manipulations. Je pense que le rétablissement de la communication a permis aux jeunes de comprendre qu'ils sont dans un processus. Et soit dit en passant, aujourd'hui, ce sont près de 10 000 jeunes qui ont déjà reçu les formations et près de 20% de ce quota qui ont reçu des financements effectifs. Nous ambitionnons au plus tard septembre 2016 de cette année que la totalité des ressources soit mise à la disposition des jeunes et qu'effectivement, commence la phase de remboursement comme convenu. Et ceux qui sont sélectionnés, qui passent toutes les étapes du processus, vous les accompagnez, vous les aidez à s'organiser, à être structurés dans le cadre de leur activité? L'idée justement de la formation, c'est de leur donner les outils pour pouvoir tenir au mieux leur projet, pour ne pas que ce soit un projet qui meurt au bout de 2, 3, 4, 5 mois. Et aussi pour nous permettre, nous, de rentrer dans nos fonds, puisque nous visons une phase 2 de cette opération qui a eu beaucoup de succès, pour pouvoir financer d'autres jeunes qui pourront aussi s'épanouir comme les premiers bénéficiaires. Alors le 3 août dernier, vous avez eu une séance un peu houleuse avec des jeunes de votre parti, le RDR, qui avaient l'air de vouloir réclamer une sorte de priorité pour l'emploi parce qu'ils sont militants du RDR. Est-ce que vous pouvez accepter quelque chose comme ça? Non, ceci n'est pas acceptable. Je pense que je leur ai bien fait comprendre le message. Nous avons un rôle institutionnel à l'égard de tous les jeunes, quelle que soit leur tendance, quelle que soit leur origine ethnique, religieuse et tout cela compris. Je pense qu'ils ont fini par comprendre le message. L'initiative de la sélection doit venir d'abord des partis politiques. Mais c'est uniquement en tant que militant que je suis approché pour écouter leurs attentes et leur expliquer le dispositif institutionnel et la démarche nationale et la mission nationale qui est celle du président de la République pour adresser au problème de l'emploi de tous les jeunes sans exclusive. Et maintenant à eux de profiter des différentes opportunités sans attendre qu'il y ait une exception spécifique de traitement. Donc il faut qu'ils soient beaucoup plus dégourdis qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc l'idée même d'essayer de garder des quotas dans les ministères ou les entreprises qui sont proches du RDR pour des jeunes du RDR n'est pas plus acceptable. Ça, c'est à l'appréciation des différentes personnalités, mais institutionnellement, ceci n'est pas acceptable. Ouais. Votre ministère a aussi, j'allais dire, un rôle plus sociétal vis-à-vis des jeunes de Côte d'Ivoire. Je veux parler du civisme et de la lutte contre la délinquance juvénile, ce qu'on appelle les microbes, ou bien de la pédagogie qu'il faut faire à l'égard de ceux qui veulent partir quelquefois au péril de leur vie pour tenter une expérience qui peut être très douloureuse, l'immigration clandestine. Comment est-ce que vous agissez concrètement dans ces domaines de la vie en société pour à la fois lutter contre la délinquance juvénile et essayer de convaincre
les jeunes que leur avenir est ici? Déjà, nous avons pris conscience que tous ces différents problèmes ou ces différentes projections que les jeunes font d'eux-mêmes et de leur avenir, tous ces problèmes partent de leur mal d'intégration au niveau professionnel et au niveau de leur emploi au niveau local, ce qui nous amène à déployer toute notre énergie à trouver des réponses adéquates. Et c'est en cela que, avec l'Agence Emploi Jeunes, nous avons signé un partenariat avec l'Office français d'immigration qui accompagne le retour de nos jeunes qui s'en vont malheureusement à l'aventure d'une quelconque façon, mais qui vivent dans des situations souvent désastreuses à l'aventure pour ce qui est de la France. Et donc nous les accompagnons à revenir en Côte d'Ivoire avec des financements appropriés mis à disposition. Ce sont souvent près de 7 000 € pour le retour qui leur est mis à disposition. Ce n'est pas négligeable. Et donc, pour la cohorte de 2016, ce sont 200 jeunes qui vont pouvoir en bénéficier, 200 jeunes ivoiriens. Ce même dispositif, nous avons parlé avec la Commission européenne pour pouvoir l'élargir à tous les pays de la Commission européenne, de l'espace européen. Et nous avons aussi partagé cette idée au niveau de l'UEMOA et nous avons mené une requête unique et commune, sous-régionale, à l'attention de l'Union européenne pour pouvoir faire ce retour de nos différents jeunes qui vont à l'aventure. Mais la réponse doit être d'abord locale, trouver des réponses, des éléments de réponse très appropriés à leur emploi. Et c'est en cela que nous ménageons aucun effort pour les accompagner dans ce sens. Monsieur le ministre, la dernière question sera un peu plus politique. Ouais. C'est une année éminemment politique. Oui, tout à fait. Réforme de la Constitution, référendum en perspective au mois d'octobre, législatives qui vont suivre. Mais alors, on n'entend plus parler du projet de fusion des partis qui composent le RHDP. Ça ne devait pas avoir lieu au mois de juin? Mais bien sûr, ces différents agendas politiques ne peuvent pas se faire au détriment de l'action conjuguée des deux présidents que sont le président Bédié et le président Ouattara. Et il est bien entendu que le parcours, le saut d'étape se fera en conjoint. Et bien sûr, pour les élections à venir, ce qui concerne les élections des députés, ce sera des listes RHDP, ce ne sera pas des listes PDCI ou RDA ou autres partis politiques. Mais ça, le RHDP est une alliance de partis politiques. Est-ce que la fusion... Le RHDP est déjà un parti politique. Ça, c'est une information qu'il faut que je vous donne. Ce parti politique a été installé... Ça nous avait échappé. Ah si, le RHDP est un parti politique, mais dans les faits, il y a les hommes qu'il faut convaincre. Il y a la machine, les éléments au niveau documentaire qu'on peut mettre en place, mais après il faut faire converger les hommes vers ce dispositif. Donc en tant que parti politique, le RHDP a été créé avant les élections, les dernières, et donc il est question maintenant d'amener tout ce monde-là à conjuguer les différents efforts pour que dans une communion d'action, pour les élections des députés, ils sont tous ensemble en RHDP pour pouvoir gagner ces différentes élections. Ce qui n'est pas forcément simple. Je vous remercie infiniment. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Bon après-midi. Merci à tous.